On ne devrait plus faire le cinéma n'importe comment, parce que le cinéma joue finalement un rôle important, parce qu'il donne des matériaux de réflexion, de pensée, un peu à une majorité de gens. Il y a de la matière pour pouvoir discuter. Le manifeste du Healing Cinéma, je suis dans un truc où je pense que le cinéma doit nous soigner, doit nous guérir. Genre 2 comprimés le matin, 2 le soir. Puisque nous sommes dans un mode malade. On largue une bombe, et puis vous allez voir le psy tout seul. La maladie est causée par quelque chose de collectif. Hein? Elle est causée par la politique, elle est causée par le capitalisme, mais vous gérez votre maladie tout seul. Le cinéma est un peu un lieu où on peut gérer, disons, un peu tout ça collectivement. Et ça, le cinéma devrait être des hôpitaux. Hein? Il y a un film dont j'oublie le titre, un film allemand qui est sorti. Et le film sort, et tout le monde me demande ce que je pense. Les Allemands sont reconnus pour faire des films racistes très souvent, sans s'en rendre compte. Un Africain à Berlin, cinéaste, donc tout le monde me demande qu'est-ce que tu penses de ce film. Et moi je dis, c'est trop tard. Vous auriez dû me demander avant. Il a traversé toutes les étapes. Donc beaucoup de gens ont validé ce qui s'est passé. Il y a eu l'écriture, il y a eu les commissions, il y a eu les commanditaires, il y a eu les chaînes de télé. Et les techniciens ont travaillé dessus. Ils sont allés en Afrique, ils ont tourné, et ils reviennent, ils montent, et puis à la fin, le film sort, on dit qu'il est raciste, et on me demande ce que je pense. Donc j'ai dit, pour qu'en amont, avant de faire des films, hein, peut-être que si vous voulez savoir, à la limite, ce que moi je vous recommande, donc voilà, j'ai sorti un certain nombre de points en disant, peut-être les boîtes de production, parce qu'elles ont aussi des manifestes là-bas, mais elles sont invisibles. Puisque quand tu vas chez Netflix, on va te dire, ah, Netflix veut ça, 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 ça. Quand tu vas chez Canal, on dit, voilà, voilà notre ligne. Donc, il y a des manifestes, mais à l'inverse. Hein. C'est-à-dire que pour vous amener, vous, à vous conformer à leurs règles. Hein, et que finalement, les films qu'on voit ressemblent à ce qu'ils veulent, au final. Donc, que Canal Plus et les autres assument qu'ils ont produit un film raciste, et ça veut dire que c'est leur idéologie. Le fait qu'il soit neuf, hein, que le cinéma soit nouveau, il a pris quand même une place importante dans les connaissances, dans la réflexion, et on ne peut pas se passer du cinéma, que ce soit dans la philosophie, dans les arts, pour que ce soit un art, etc., etc. Mais comme c'est un champ nouveau, il est important qu'on continue à le penser, à lui donner une espèce de forme, une identité, au lieu de laisser, disons, le capitalisme le dominer. Aujourd'hui, quand on écrit un scénario, on l'écrit pour vendre. En gros, ou pour avoir un prix. Et puis qui fait un tas de ventes. Il n'y a pas un autre objectif derrière. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le cinéma tel qu'il se pratique est une entreprise capitaliste. Les gourous qui écrivent, et j'aime beaucoup les livres, les gourous là, il y en a un qui, en anglais, c'est How to Write a Screenplay That Sells in 21 Days. Comment écrire un scénario qui va se vendre en 21 jours. Et mine de rien, les gourous ont pris le pouvoir hein, dans les universités, dans toutes les chaînes de télé. Je me rappelle quand j'ai fait ce cours d'écriture de scénario, quand j'ai fini, j'ai jeté le scénario à la poubelle. Parce que, au fond, ils te donnent plein de règles, mais les règles, c'est a posteriori. C'est quand le film est déjà bien fini, qu'il te dit, ah, parce qu'il a marché, parce qu'on a fait ci, ça. Bon, mais toi, maintenant, tu as quelque chose à exprimer, et on va revenir là-dessus, l'idée d'exprimer quelque chose. Tu te mets à écrire, et puis, il te dit non, il faut plutôt faire comme ci, comme ça, et à la fin, ce n'est pas l'histoire que tu voulais raconter. Ceux qui écrivent des livres sont plus intelligents toujours. Quand tu lis un livre, tu ne comprends pas, tu crois que c'est toi qui es bête, mais quand tu regardes un film et tu ne comprends pas, c'est le cinéaste qui est pas bon. African Futurism. Hein, bon, parce que les afro-futuristes purs et durs ne veulent pas que nous soyons des afro-futuristes. Ils disent que non, ils disent que c'est l'African Futurism. Bon, donc l'idée du futur africain. J'ai écrit un livre en 2009, oui j'ai écrit, en 2009, intitulé Africa for the Future. Et j'ai pris une espèce de schéma où on dit quand tu as la malchance, on dit va te laver au village. C'est une expression courante. Ah oui, tu as trop de malchance, va te laver au village. Bon, donc, l'idée de se laver, donc évidemment, c'est d'aller un peu se reconnecter à les ancêtres. Tu vas sur la tombe des parents, des grands-parents, je ne sais pas quoi. Bon, donc, il y a des spécialistes de ça. Et je me suis dit, cette histoire des ancêtres, maintenant, si comment pouvons-nous raconter le futur de nos choses africaines? Comment cette malchance va se gérer dans le futur? Les ancêtres, c'est l'ADN, tout simplement. On va dire, ah oui, donc il y a la science aussi dans les ancêtres. Maintenant, on s'est dit,
Et si plus tard la science va faire que finalement on comprend très bien ce qu'on faisait, que ce n'était pas forcément mystique, c'était juste la science, oui, l'ADN a fait que si, ça, quand on va se laver au vinaigre, voilà ce qu'on est en train de faire. Donc du coup, la malchance serait comme avoir la grippe, quoi. Et puis, bon, le traitement serait comme aller prendre des comprimés. Parce que très souvent, quand c'est le futur, ce n'est jamais des choses africaines, entre guillemets. Je parle de sociétés secrètes de femmes, le Muvungu. Donc, et c'est ça que les filles, parce qu'elles sont comme possédées, comme... Bon, c'est le vrai rituel, hein. Quand tout allait mal, hein, les femmes prenaient le pouvoir. Donc, elles chassaient les hommes, et d'ailleurs, si elles voyaient un homme en train de guider, elles le tuaient, en le violant. Donc, mais c'est une société secrète de femmes assez radicale. Mais elle attend que ça aille mal. On attend que ça aille mal. J'ai eu la chance d'ailleurs de croiser une prêtresse Muvungu, mais après le film. Hein. Donc, bon, là, on fait quelques images après, parce que je lui ai dit, est-ce que je peux reconstituer le Muvungu, en fait. Bon, on a fait comme une Renate, une espèce de mise en scène et tout. Bon, juste pour dire donc que, on pense souvent que le futur est incompatible avec la culture africaine. Comment regarde les sapeurs congolais, tout ça. C'est-à-dire que la culture, l'éblouissement a envahi la culture populaire. Il faut en mettre plein la vue. Il parle même de la guerre au Congo, où les guerrieros sont habillés en Gucci, et puis ils ont des 4x4, des grosses voitures, parce que même dans la guérilla, il y a l'éblouissement. Comment les bracelets, les montres, le gars était une star au-delà de faire la guerre, en plus de faire la guerre. Donc, il parle de l'éblouissement, comment elle a, disons, s'aimé un peu dans toute la culture africaine, une partie du colonialisme. Et puis maintenant, il termine avec les filles qui mettent des mèches brésiliennes. Donc, elles remettent des cheveux de blanc pour aller draguer les blancs dans les boîtes. Il dit comment l'éblouissement a fait le full cycle. C'est-à-dire que maintenant, c'est le blanc qu'on éblouit, si tu veux, alors que c'était lui qui nous a éblouis en premier. Joseph Tonda, après, justement, donc, son deuxième livre, c'est donc sur vivre sa vie dans le rêve de quelqu'un d'autre. Donc, évidemment, tout à l'heure, j'évoquais, quand tu dis, demander à un jeune au Cameroun comment il voit le futur, il voit New York. Le projet colonial, le projet d'aliénation est allé très loin. Il n'est plus qu'au niveau matériel, il est dans l'imaginaire maintenant. J'aime beaucoup me moquer des gens qui, au Cameroun, vont au bord de la mer. À Kribi, ils vont au bord de la mer au Cameroun. Ils ne savent pas nager d'abord. Je dis, bon, donc, tu vas faire quoi au bord de la mer? Bon, parce que les Blancs, ils vont en fait. C'est pour ça qu'ils disent, tu ne sais pas nager, tu ne te bronzes pas. Bon, tout ce que tu aimes, il n'y a pas là-bas. Et tu vas au bord de la mer parce que, bon, on dit que c'est ça, bien vivre. Donc l'idée de bien vivre, en fait, finalement, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que tu crois que comme l'autre, lui, il aime bien aller au bord de la mer, lui, il sait pourquoi il y va, et il en tire tout le bonheur. Mais toi, tu n'as rien à voir avec ça, et tu ne peux même pas en jouer, puisque tu ne sais, il n'y a rien de ce qu'ils font que tu sais faire. Donc, c'était un peu l'exemple que je prends pour dire, c'est vivre sa vie dans le rêve de quelqu'un d'autre. À chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est pas parce qu'on a envie de le faire, c'est plutôt parce que ça fait bien de le faire, parce qu'on le blanc finalement du fait. Donc un mimétisme un peu comme ça. L'idée de vivre sa vie dans le rêve de quelqu'un d'autre, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas de suivi du rêve en fait. Parce que là encore, il y aurait peut-être une chance. Mais c'est comme si l'idée qu'on a du rêve de l'autre, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ça. J'aime beaucoup la métaphore du cinéma, l'idée du mouvement. Motion pictures. Le mouvement, d'ailleurs dans le livre, je parle de motion thinking. C'est-à-dire que la pensée aussi doit être en mouvement. Parce qu'il ne faut pas la pensée, comme ce que je disais tout à l'heure, soit figée. Donc, c'est bien que l'image bouge, mais il y a deux images, il y a deux mouvements dans un film. Il y a les mouvements des images qui bougent, qui fait une différence avec la photo, mais il y a le récit qui avance. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles, le personnage avance, jusqu'à arriver à la fin. Donc, mouvement réel et mouvement, disons, presque invisible, qui est le récit qui avance. Et j'aime cette métaphore pour parler d'Afrique et du futur.
C'est-à-dire, si on revient à l'accident, l'accident, c'est l'idée de quitter l'accident, en gros. Quitter ce lieu de l'accident. Et l'idée du mouvement comme une espèce de chance pour quitter le mouvement, pour quitter le lieu de l'accident, du colonialisme, du néocolonialisme, c'est le mouvement. Et donc, même si on prend juste la structure d'un film normal, on s'est dit, un film a besoin que ça avance, quoi. L'histoire doit quand même évoluer. Et vous vous souvenez de, comment il s'appelait, Francis Fukuyama, qui disait, par la fin de l'histoire. Et quand on regarde l'Afrique, évidemment, on a l'impression que l'histoire s'est arrêtée. Tout s'est arrêté là. Mais j'aime bien le cinéma comme dynamique qui peut remettre cette histoire en mouvement. Tout comme j'aime aussi un peu les coups d'État, parce que c'est une espèce de mouvement qui dit l'histoire n'est pas finie. On peut repartir. Cette histoire d'une Afrique qui va fonctionner en étant le dernier du monde, avec la misère, avec les ONG, avec les dictateurs et tout, on l'a accepté finalement. Le reste du monde l'a accepté. Et donc on a commencé à juste essayer de juste colmater les brèches comme ça, sans vraiment voir dans quelle mesure recréer du mouvement. Et l'idée des coups d'État, c'est de mettre une rupture, une fin à cette espèce d'histoire figée sur le lieu de l'accident, et de dire on peut remettre les choses en mouvement. Je n'aime pas le monde tel qu'il est. Bon, ça c'était avant, mais c'est toujours un peu vrai. Donc l'idée du cinéma, c'est de dire comment ce monde qu'on n'aime pas, comment on le gère, quel rapport on a avec lui. Et le cinéma est, disons, pour moi, au cœur. Je dis, bon, voilà, le monde, je ne l'aime pas. Maintenant, comment je fais des films qui parlent du monde, qui parlent de l'Afrique, bien sûr, qui est dans le monde. Maintenant, qui touchent l'homme, parce que c'est sur l'homme que le cinéma agit. Ce film doit toucher les gens, les guérir, comme on dit, puisqu'ils sont malades. Et puis, à la fin, le cinéma lui-même doit trouver son langage. Parce que le cinéma tel qu'il se pratique, tel qu'on le fait aujourd'hui, moi j'ai le sentiment qu'il ne nous fait plus rien. Ce n'est plus des films, c'est du contenu. C'est tout comme Netflix aussi a enlevé nos noms. Maintenant, c'est un film de Netflix. Ce n'est plus un film de Jean-Pierre Bocol, c'est un film de Netflix. Donc Netflix tue tout sur son passage. Il nous tue en tant qu'auteur avec un nom. Et puis, les films sont derrière du contenu. C'est juste un truc avec des images qui durent un temps. Voilà. Si on est capable de voir qu'au bout avec tous ces milliards et tout qui sont sur Netflix, on sent qu'il n'y a toujours rien. Ça veut dire quand même que le cinéma ne nous parle plus. Vous dites très franchement, ou ce cinéma ne nous parle plus. Il est temps de changer le langage du cinéma, puisque ce cinéma ne nous parle plus. Quand vous faites un film un peu différent, justement, de tous ces films ennuyeux, on dit non, c'est pas pour le cinéma, ça, il faut peut-être aller faire dans les galeries. Donc, de sortir du cinéma quand tu n'es pas dans la norme. On veut t'éjecter en disant non, finalement, c'est pas vraiment du cinéma, c'est peut-être mieux pour les musées, pour des trucs comme ça. Pourtant, dans la masse des films qu'il y a, on ne sent plus rien en les regardant, mais le cinéma fait toujours ses nettoyages. Voilà, en Afrique, on est en train de raconter des histoires d'un combat entre les mortels et les immortels, et c'est ça la base. Bon, pourquoi ça m'a fasciné? Je me suis dit, d'abord, c'est une culture qui se dit que l'homme ne doit pas mourir. L'homme ne doit pas mourir. Et que la mort est quand même quelque chose d'horrible, que l'humanité doit combattre. Et c'est ça l'esprit scientifique. On fait des recherches en sciences pour que justement on puisse ne pas mourir. Parce que dans ces combats-là, les immortels ne sont pas plus forts, ils sont juste immortels. Donc chaque fois il y a une chance pour les mortels de les battre. Donc, sauf que les autres ne vont pas mourir. Parce que les combats ne se passent pas sur la Terre, les combats se passent dans le cosmos. Parce que là, quand il est fâché, il a collé la tête sur la Lune et il revient. Donc, c'est très science-fiction en fait, le bête en fait. Toujours dans la même culture, il y a ce qu'on appelle le silaou. C'est quand quelqu'un meurt, on l'enterre pas tant qu'on ne sait pas de quoi il est mort. Parce que les gens refusent la mort. Un homme de 90 ans meurt, on demande de quoi il est mort. On ne va pas accepter qu'il est mort de vieillesse. C'est-à-dire que l'idée que l'homme ne doit pas mourir. Donc, ce n'est pas seulement dans les mythes, mais on le retrouve dans la tradition.
C'est-à-dire que, et on doit trouver qui l'a tué ou qu'est-ce qu'il a tué. Et tant qu'il n'y a pas une version crédible, acceptable, on n'enterre pas la personne. C'est ça, non? J'ai pris ces deux éléments, donc du Mbet et puis du Silaou, pour dire qu'au fond, le projet de l'humanité est un projet de vaincre la mort, disons. Donc, le projet d'immortalité, finalement. Et pourquoi tout ça se retrouve chez les gens qui racontent des histoires? Le joueur de Mbet était un conteur, comme le cinéaste, hein? Il raconte des histoires. Donc, pourquoi c'est chez les gens qui racontent des histoires qu'on vient raconter toutes ces choses d'immortel, de l'homme, etc., etc. Donc, la responsabilité du cinéaste, donc, finalement, disons, d'une bête, parce qu'un cinéaste, le joueur de bête, je l'assimile donc à l'africaine, serait éventuellement de se retrouver en train, lui aussi, de regarder cette affaire-là. Mais c'est déjà fait. Les films de science-fiction, hein, et finalement, je ne sais pas pourquoi c'est aux cinéastes à qui on demande de penser le futur. Donc, je trouve qu'il y a un lien à faire entre cette dimension de la culture, cette culture du bête au Cameroun, avec le projet, disons, si je peux appeler ça, africain de cinéma. Donc, c'est-à-dire que le cinéma, donc, afro-futuriste, hein, si on veut, peut justement essayer d'être un cinéma de l'immortalité. J'ai rencontré quelqu'un qui cherche des extraterrestres. Il travaille dans un laboratoire à la NASA en Californie. Il fabrique des engins, c'est lui qui a été parmi ceux qui ont fabriqué l'engin qui est parti sur Mars. Bon, parce qu'il est astrobiologiste. Hein. Là, maintenant, il doit envoyer un autre engin sur Pluton, parce qu'il pense qu'il y a la vie sur une des lunes de Pluton, je crois Europa. La théorie, c'est que là où il y a l'eau, il y a peut-être la vie. Et il envoie aussi les engins sous l'eau, mais pas dans l'eau, après l'eau, parce qu'ils se disent peut-être qu'il y a des formes de vie là-bas. Donc moi, je lui raconte l'histoire des Sawa à Douala, pendant le Ngondo en décembre, qui envoient des cadeaux aux gens qui habitent sous l'eau, et eux leur envoient un message. Ça, c'est au mois de décembre, si vous voulez assister à ça, c'est ouvert au public. Bon, donc je lui raconte ça, je dis peut-être que les extraterrestres dont vous parlez, ils ont déjà trouvé, parce que puisque ils sont déjà en connexion, il y a des échanges et tout. Et que peut-être c'est le point d'appellation. Les autres vont dire ancêtres, les autres vont dire les extraterrestres. Peut-être que c'est juste au niveau du vocabulaire. Ce que je fais, c'est science-fiction et mythe africain. La science-fiction, c'est que, imagine donc tu croises les gars, je vais demander qu'est-ce que tu vas leur dire. Parce que tu cherches les gens et puis ils disent, mais je suis là, qu'est-ce que tu me veux? Bon, et que quelque part, cette approche de l'humanité, de toujours coloniser, évidemment, et tout le monde qui a été colonisé par l'humanité, très souvent, ça s'est mal passé pour cela. Donc, bon, imaginez que vous êtes en train de chercher des gens, mais en fait, vous cherchez vous-même, parce que, je lui dis, mais vous cherchez avec les mêmes paramètres. Ils doivent être physiquement comme les êtres humains, comme vous, ils doivent parler, ils doivent faire... Enfin, donc, c'est un prêtre jésuite camerounais, il dit l'homme a trois corps. Il dit, mais donc vous le cherchez dans le corps d'une dimension qui est la vôtre, mais et les autres corps, puisqu'on dit que l'homme a trois corps. Donc, toutes ces grandes recherches-là, quelque part, hein, c'était l'idée que il est intéressant de rapprocher les mythes africains de toutes ces choses-là. Hein, et qu'il n'y ait pas comme une espèce de mur comme ça. Et j'ai rencontré un autre, lui il est plutôt souple, lui c'est un astrophysicien. Avileb, il est célèbre parce qu'il a pensé que, je ne sais pas si c'est une comète, mais lui c'était un engin extraterrestre qui nous a rendu visite dans le système solaire. Bon. Lui il dit que ses collègues ont beaucoup de mal à se débarrasser de ce qu'ils savent. Et que tous les paramètres montrent que ce n'est pas ce qu'on a l'habitude d'observer avec les comètes. Bon, lui conclut que c'est des extraterrestres et ses collègues disent que c'est trop tôt pour conclure. Nous racontons des histoires, nous faisons des films, nous voulons changer le monde, nous voulons changer le cinéma. Bon, donc, les deux ambitions donc, que moi je reconnais donc, disons, au cinéma,
c'est celle de transformer l'homme, hein, évidemment, et par là le monde, et celle de transformer le cinéma lui-même. Si jamais le cinéma doit retrouver, disons, le rêve ou une ambition comme ça auprès des masses, hein, c'est l'idée de la transformation. Hein? S'il y a un reproche qui est fait aux dirigeants africains avec les coups d'État, c'est qu'ils n'ont pas réussi à transformer l'Afrique. Le reproche même qui est fait aux intellectuels. De Mudimbe, il parle de différents types d'intellectuels. Hein? Il décrit deux types d'intellectuels. L'intellectuel sacerdotal. Il dit l'intellectuel tel qu'on le voit, qui est le lectores. Il vient d'une tradition précise de l'Église catholique, où tu dois te faire initier pour apprendre à parler, à faire l'homélie du dimanche. Il dit c'est un rite, une espèce d'initiation particulière, où tu dois apprendre à lire la Bible et la commenter selon la tradition. Et c'est ça que l'université a copié. C'est-à-dire que l'université a pris cette tradition qui est devenue, disons, intellectuelle, lectores. Et puis, il dit, il y a un autre type, il dit autores, qui est plutôt, disons, presque des intellectuels prophétiques. Quelqu'un qui ne fait pas les choses selon la tradition, d'ailleurs, qui vient pour casser la tradition. Bon, je ne sais pas si c'est par inspiration divine, mais il parle de Freud, par exemple, de Karl Marx. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans la discipline, qui arrivent et explosent tout. Et il dit, ça c'est l'intellectuel prophétique. J'ai créé un troisième type d'intellectuel, donc à la suite de Mudimbe. C'est ça que j'appelle l'intellectuel thérapeutique. Bon, c'est le docteur. Quand tu es chez le docteur, parce que je sais pas, vous avez vu des médecins qui ne sont pas sympas du tout, mais ils vous soignent quand même. Donc ils ne sentent pas la nécessité d'être sympathiques ou de dire de belles choses, mais bon, donc ils sont engagés à votre bonne santé en fait. Donc c'est l'idée de l'intellectuel thérapeutique, c'est-à-dire que si l'Afrique est malade, si nous sommes malades, au fond, ce n'est pas de venir faire des lectures, parce que ça c'est l'idée chrétienne qu'on va changer la société en changeant l'homme en lui parlant. Donc on pense que parler à quelqu'un va changer le monde, va changer la société. Ça c'est quelque part une réalité. C'est en parlant que nous pensons que nous allons changer la société. L'idée de l'intellectuel thérapeutique, c'est donc de dire, essayons plutôt d'apprendre des choses qui permettent de changer les choses, comme le médecin dans le corps et tout, bon. Et que ce ne soit pas juste en parlant. D'ailleurs, un constat assez flagrant, c'est-à-dire que les intellectuels africains en particulier se retrouvent incapables de transformer l'Afrique, puisque c'est le projet de transformation dont il est question. Donc, on a appris tout ce qu'on a appris avec des gens très brillants, on n'a pas pu, on n'arrive pas à transformer l'Afrique. Cet lieu de l'accident capte aussi toutes les intelligences. C'est-à-dire que tous les gens brillants, non seulement le fait qu'ils s'expatrient, c'est pas seulement ça, mais c'est qu'ils ne pensent pas ce qui va résoudre les problèmes. Hein? Ils pensent cette relation antérieure, ils pensent comment ça s'est passé, ou comment ce qu'on est devenu, mais à aucun moment, ils ne pensent à la transformation. L'idée, c'était donc le cinéma, peut-être parce qu'il est nouveau, parce qu'il n'est pas un champ comme avec beaucoup de tradition, il peut peut-être, dans une certaine mesure, aider, disons, à sortir justement de toutes ces choses qui sont engluées dans une tradition, mais qui, justement, ne pourra jamais, à un moment ou à un autre, sortir l'Afrique un peu de là où elle est. L'Africain, donc, Muntu, aura trois problèmes. Hein? Il y a trois problèmes. Hein? Et le premier problème, ce sera ce qu'on attend de lui en tant qu'Africain. Parce qu'à un moment donné, il devra affirmer son africanité. Donc il devra gérer ce qu'on attend de lui en tant qu'Africain. Le deuxième problème, ce sera ce qu'on attend de lui en tant que civilisé, puisque maintenant, il a acquis la culture occidentale. Hein? Il faudra bien qu'il montre qu'il maîtrise les codes de la culture occidentale. Et puis la troisième chose, c'est que ce qu'il attend de lui-même.
Est-ce que tu es assez africain? Est-ce que tu n'es plus africain? Ou bien, oui, tu n'es pas assez occidentalisé, tu es un sauvage, un bushman, comme on disait chez nous, tu ne sais pas manger à table, enfin, bref. Et puis toi-même qui, peut-être, t'en fous de tout ça. Hein, et tu as aussi toi-même tes propres attentes, ton propre projet. Il a écrit un autre livre, Mudimbe, c'est L'odeur du père. Hein, lui, c'est des années 80, L'odeur du père. L'Afrique peut-elle ou doit-elle se débarrasser de l'Occident? L'Afrique peut-elle ou doit-elle se débarrasser de l'Occident? Bon, il prend une métaphore très longue, et puis il compare à Hegel et tout, mais c'est impossible parce que vous êtes devenu l'Occident. Quel genre de film va faire l'intelligence artificielle? Bon. Moi, j'ai dit, l'intelligence artificielle va faire le film de Netflix. Parce que Netflix, c'est des bases de données, le film, l'intelligence artificielle se sert de bases de données, et que comme la formule est très claire, ce sera ça, quoi. Il n'y aura plus de film, en fait. Tu vas aller sur Netflix, selon ce que tu veux là, tu vois, donc l'intelligence artificielle va le produire. Il y a eu un point où on disait qu'il faut faire des films sans caméra. Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué ça. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a une caméra dans sa poche maintenant. Hein? À l'époque, il y a 10 ans, 15 ans, c'était pas ça. Dès que quelque chose se passe, tout le monde allait sortir la caméra. Et tu te dis, toi tu es cinéaste, alors comment? Si tout le monde a la caméra, mais toi, comment tu peux être cinéaste plus que les autres maintenant, tout d'un coup, puisque tout le monde a la caméra. Donc, la question c'est qu'au fond, le cinéaste, comme on l'a connu, va disparaître. Donc, ça veut dire quoi? Si tout le monde a la caméra, qu'est-ce qui fait de toi un cinéaste? Ce n'est plus la caméra. Ça c'est clair. Donc, ça veut dire que c'est avant la caméra que le cinéma commence. Donc, je peux être capable de faire quelque chose ici, et c'est vous les caméramans. Moi, je vous recrute, sans vous dire. Donc, vous sortez la caméra pour filmer. Donc, ça veut dire que le cinéma va se faire un peu avant. Et le cinéaste, donc, doit pouvoir être cinéaste sans la caméra. J'écris plein de choses, plein de conneries tous les jours, plus ou moins, sur Facebook, et j'appelle ça le cinéma sans caméra. Je suis aussi très adepte du réel, hein, c'est-à-dire que comment j'entends le réel en tant que cinéaste, hein, et comment je joue avec le réel, parce que je trouve que le cinéma est très bourgeois. Le cinéma attend que tout soit fini pour venir dire « Ah, c'était mauvais. Hein. » Tous les films attendent que tout soit fini pour venir nous raconter comment c'était terrible. Mais pendant que ça se passe, il n'y a pas de cinéma. Hein. Le cinéma ne prend aucun risque. Il ne prend aucun risque. Et c'est quand tout est fini que le cinéma arrive. Je trouve que le cinéma devrait aussi faire une intrusion un peu dans le réel.